été amenée à m'occuper des jeunes avec trisomie 21, pardon pour le terme, mais dans ma tête, il n'a aucune connotation. Voilà. Parce que justement, il y a plus de 30 ans, la Fondation Le Jeune, justement, s'intéressait beaucoup à thyroïde et trisomie 21, et de façon un petit peu systématique, donner de l'acide folique, des hormones thyroïdiennes. Il n'y avait pas vraiment d'études à cette époque-là. Et les études sur la thyroïde sont, à mon avis, plus récentes. Donc, la trisomie 21, d'une façon générale, est pathologie, je ne vais pas revenir là-dessus, vous le savez, c'est associé à des malformations particulièrement cardiaques et digestives, mais également, on l'a déjà dit, les deux orateurs précédents l'ont dit, il y a également beaucoup de pathologies auto-immunes, le diabète sucré, on en a parlé, la thyroïde, je vais vous en parler, et la maladie cœliaque également, qui est une maladie auto-immune. Mais jusqu'à présent, on pensait que c'était uniquement ça, les problèmes thyroïdiens chez l'enfant porteur de trisomie 21, mais on a montré qu'il y avait également des hypothyroïdies non auto-immunes par dysfonctionnement propre de la glande. Pour expliquer, s'il y a des personnes qui ne connaissent pas l'auto-immunité, c'est la fabrication d'anticorps contre ses propres cellules, c'est des auto-anticorps, on fabrique soi-même des substances qui vont attaquer, qui vont entraîner un dysfonctionnement de notre propre organisme. C'est ça l'auto-immunité. Et ça peut toucher de nombreux organes. Alors, pour revenir à la thyroïde, je vous présente juste la thyroïde pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une glande endocrine, donc c'est ce qui est ici en jaune, qui a une forme de papillon, qui est située en avant de la trachée, juste sous le cou. Elle est très facilement palpable lorsqu'on se met derrière un individu. Enfin, normalement, une thyroïde normale n'est pas palpable, mais dès qu'elle augmente de volume, on la palpe, elle est sous la peau, devant la trachée, entre les gros vaisseaux. Il y a un lobe droit et un lobe gauche, et puis ce qu'on appelle l'isthme qui est au milieu. C'est une glande endocrine puisqu'elle fabrique des hormones. C'est la définition des glandes endocrines. La thyroïde est régulée, donc la fonction thyroïdienne est régulée, comme toutes les hormones, par le chef d'orchestre et l'hypophyse, sous le contrôle de l'hypothalamus et des structures cérébrales supra-hypothalamiques. Et donc, la thyroïde fabrique des hormones, de la T3 surtout, et de la T4, ce sont les deux hormones circulantes. La T3 va se transformer en T4 pour être active. Et ces hormones-là vont agir en rétrocontrôle au niveau de l'hypophyse et de l'hypothalamus, c'est-à-dire que pour que le système soit équilibré, il faut un taux normal de T3, T4, de cette manière-là, tout s'enchaîne bien. Si on n'a pas assez d'hormones thyroïdiennes, il y a un signal qui monte au niveau de l'hypophyse et de l'hypothalamus pour stimuler la glande, et donc la TSH qui sort de l'hypophyse va augmenter, puisqu'il manque d'hormones thyroïdiennes, la TSH s'élève pour stimuler la glande. Et donc ça, c'est l'hypothyroïdie. Et à l'inverse, si on a trop d'hormones thyroïdiennes, le rétrocontrôle va dire à l'hypophyse, c'est pas la peine de me stimuler, la TSH va baisser pour moins stimuler la glande. Donc c'est ça le rétrocontrôle, et c'est valable pour toutes les hormones de l'organisme. Le rôle des hormones thyroïdiennes, elles ont un rôle fondamental puisqu'elles agissent sur toutes les fonctions métaboliques. On a déjà vu précédemment, donc vous avez le métabolisme des protéines, des glucides, des lipides. Pour les protides, le métabolisme est responsable de la thermogénèse, de la température corporelle et de l'activité cérébrale. Pour les glucides, elle est responsable de l'activité des muscles, du tissu nerveux et du myocarde, qui est un muscle. Et les lipides sont responsables de la croissance osseuse et de l'activité cérébrale également. Donc les hormones thyroïdiennes sont fondamentales à la vie, elles agissent sur tout. Et c'est l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre d'un individu, passe par les hormones thyroïdiennes absolument. La vie n'est pas possible sans les hormones thyroïdiennes. Les conséquences cliniques pour l'enfant, c'est sa croissance pondérale, c'est le développement psychomoteur, son tonus, c'est la température corporelle, c'est les phanères, les cheveux, les ongles, et vous reconnaissez, et puis c'est le transit, la constipation ou la coloration. Et vous voyez déjà là, dans les conséquences cliniques, beaucoup de signes qui nous préoccupent chez les enfants porteurs de trisomie 21. La trisomie 21 est une maladie thyroïdienne. Depuis le 19e siècle, on a constaté l'association de trisomie 21 et de pathologie thyroïdienne. À l'époque, ce n'était pas parce qu'on avait les dosages, et ne soyez pas choqués parce que j'ai écrit, parce qu'on parlait de l'hypothyroïdien, on disait que c'était le crétin. Et on parlait de la trisomie de la même façon.
Donc, cette notion de crétinisme, dans les étiologies, si on veut chercher les causes du crétinisme, qui était un terme médical à cette époque-là, eh bien, il y avait deux choses, c'était la thyroïde, l'hypothyroïdie, et la trisomie. Donc, il y a déjà un lien entre thyroïde et trisomie. Plus tard, on a vu, comme je vous l'ai dit précédemment, qu'il y avait un certain nombre de maladies thyroïdiennes retrouvées plus fréquemment dans la trisomie 21. C'est une communication très récente, de septembre dernier. Une équipe de Hollande qui s'intéresse beaucoup à la trisomie 21. À la fin des années 90, on a pu décrypter un petit peu plus tous ces problèmes thyroïdiens et on a vu qu'il y avait une augmentation de la prévalence des thyroïdites auto-immunes et qui apparaissait à un âge beaucoup plus jeune que dans la population générale, qui augmentait avec le temps. Et ces problèmes de thyroïdite, l'inflammation de la thyroïde par ces fameux auto-anticorps, peut entraîner des hypos ou des hyper, c'est-à-dire une insuffisance de fonctionnement de la glande thyroïde ou l'inverse, un excès d'activité. Les anticorps peuvent être bloquants ou stimulants. Et donc ça c'est un premier point qu'on a mis en évidence. Et puis on a mis en évidence aussi qu'il y a de plus en plus une nette augmentation d'hypothyroïdie subclinique ou frustre, on appelle ça, chez le fœtus, le nourrisson, le jeune enfant, alors que les anticorps ne sont pas toujours là. Et c'est à partir de là, en voyant ces hypothyroïdies frustres voulant dire que les hormones thyroïdiennes arrivent à être encore dans un niveau normal, mais la TSH réagit. Ça veut dire que de temps en temps, la thyroïde n'est pas tout à fait fonctionnelle. Et on a abordé, donc ça on va le voir chez le jeune enfant, le fait qu'il y avait peut-être, en plus de l'auto-immunité dont je vous ai parlé, des problèmes de dysrégulation dans la thyroïde même, indépendamment des anticorps, et de façon congénitale, c'est-à-dire que la formation de la thyroïde chez l'embryon ne se fait pas tout à fait correctement. Donc l'hypothyroïdie auto-immune, alors je parle de l'auto-immune dans un premier temps pour l'oublier après parce qu'elle a rien de spécifique dans sa prise en charge, si ce n'est qu'elle débute plus jeune dans la trisomie 21 et qu'elle affecte plus d'enfants que dans la population générale et qu'elle augmente avec l'âge. Ça c'est pour les hypothyroïdies liées aux fameux auto-anticorps qu'on fabrique contre son propre organisme. L'hypothyroïdie non auto-immune, c'est celle qui va nous intéresser pour la suite et pour les dernières la recherche. Les hypothyroïdies non auto-immunes, elles sont beaucoup plus fréquentes dans la population avec trisomie 21. Déjà, on a constaté que l'hypothyroïdie congénitale, vous savez que l'hypothyroïdie congénitale est maintenant, enfin ça fait depuis les années 70, fait partie du dépistage, c'est le premier dépistage d'ailleurs au talon qu'on fait chez tous les nouveau-nés à terme, même plus terme, tous les nouveau-nés. On dépiste à la naissance, donc en dosant la TSH au talon, et on a environ, dans la population générale, ça dépend des équipes, là c'est 1 sur 2000 à 1 sur 3000 bébés qui naissent avec l'hypothyroïdie congénitale, c'est-à-dire que leur thyroïde, où elle est absente, ou elle est mal placée, en tout cas elle ne fabrique pas d'hormones thyroïdiennes. C'est 1 sur 2000, 1 sur 3000, ça peut aller jusqu'à 1 sur 4000 selon les pays. Et chez les nouveau-nés avec trisomie 21, 1 sur 141 présente une hypothyroïdie congénitale, c'est-à-dire une hypothyroïdie découverte dès la naissance avec une TSH élevée. Mais on va voir que dans ces hypothyroïdies congénitales, contrairement à la population générale, on n'a pas beaucoup d'athyréose et d'ectopie, qui sont les deux causes d'hypothyroïdie congénitale dans la population générale. Athyréose, ça veut dire qu'il n'y a pas de thyroïde. Ectopie, ça veut dire qu'elle n'est pas en bonne place. Et dans la population d'enfants avec trisomie 21, on a beaucoup plus d'hypothyroïdie congénitale, mais pas tellement par anomalie de migration de la glande ou de la thyréose. Et puis d'autre part, on a constaté chez les jeunes les enfants avec trisomie 21, qu'il y a une grande incidence de ce que je vous ai appelé donc l'hypothyroïdie frustre, c'est-à-dire des TSH qui sont élevés, mais avec des T4 normales. C'est-à-dire que c'est une dysrégulation, c'est pas franchement une absence totale d'activité. Et entre 7 et 40% sont détectés par un dosage systématique. Alors là, je ne parle pas à la naissance, je parle à n'importe quel moment de la vie. Vous faites un bilan, vous tombez sur une TSH élevée, une T4 normale, donc il y a une dysrégulation. Vous avez compris que la T4 envoie des signaux, mais quand on dose, au moment donné, la T4 est encore normale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothyroïdie frustre. Et les signes sont moins frappants que dans l'hypothyroïdie vraiment avérée, mais vous allez reconnaître là aussi beaucoup des signes qu'on peut retrouver chez les enfants avec trisomie 21, l'hypotonie, la prise de poids, la frilosité, la perte des cheveux. Et ça, c'est vrai dans chez tout le monde. Si on a une hypothyroïdie frustre, on peut avoir ce genre de symptômes.
Donc là, c'est juste dans les études dans les pays étrangers. Ça, c'était les données en France. Donc vous voyez, c'est à peu près les mêmes chiffres que chez nous. Hein. En 84, on retrouvait 1 sur 3000 à 1 sur 4000 naissances avec hypothyroïdie congénitale, 1 sur 141 chez les nouveau-nés porteurs de trisomie 21. Les subclinicoles, en anglais, c'est le frustre, hein, c'est ce que l'hypothyroïdie frustre, c'est-à-dire une TSH qui s'élève avec une T4 qui reste normale la plupart du temps. Et puis, on a essayé, donc la dernière étude de l'équipe hollandaise a retrouvé la même chose, et il affirme que c'est d'origine thyroïdienne, parce qu'on pourrait imaginer que la T4 est normale, la TSH s'élève, c'est un problème de dosage, comme vous disiez, pour peut-être vous poser la question pour le diabète. Dans le sang, quand on dose, il y a peut-être des interférences, ça ne reflète pas réellement la vraie TSH de l'individu, et il a étudié la TSH bioactive, c'était vraiment son activité, et c'est pas elle qui est en cause, c'est vraiment la sécrétion à partir de la thyroïde qui n'est pas conforme. Donc le dépistage de l'hypothyroïdie congénitale chez tout le monde, hein, voici les normes. Donc on fait un papier buvard à J3, troisième jour après la naissance. Et grâce à ça, on a bien sûr pu traiter maintenant les hypothyroïdies congénitales dès la naissance et éviter le tableau dit au XIXe siècle de crétinisme, c'est-à-dire un gros retard mental, des enfants qui grandissent pas, qui sont gros, on les dénommait Bouddha, ressemblant à un Bouddha quand ils sont tout petits, par l'hypotonie, l'adiposité et le retard de développement psychomoteur. Donc ça c'est fini maintenant puisqu'on les traite dès qu'on a la confirmation. Donc si on a une TSH supérieure à 34 au buvard, on convoque l'enfant, on contrôle. Et si au contrôle on est entre 17 et 34, on va recontrôler, et si on est au-dessus de 8,5, on confirme donc le diagnostic. Quel est le développement intellectuel Alors le problème, justement, c'est ce qui a intéressé, d'une façon générale, je ne suis pas dans la population avec trisomie 21, mais quel est le développement intellectuel et la scolarité des TSH qui sont juste sous le seuil, c'est-à-dire juste à 17, qui ne sont pas considérés comme... Quand c'est en dessous de 17, on ne contrôle pas, on considère qu'à la naissance, c'est normal. En Australie, le seuil est à 15, et certains ont suggéré que dans la trisomie 21, il fallait qu'on abaisse le seuil à 10 pour contrôler et aller plus loin dans la recherche d'anomalies. C'est justement le Hollandais qui a montré qu'il fallait abaisser ce seuil. Voilà. Donc les causes de l'hypothyroïdie dans la trisomie 21, c'est une anomalie du développement de la glande thyroïde dès la période fétale. Et donc les follicules sont plus petits, ils sont hétérogènes, la thyroïde est petite. Et donc ça, c'est pas l'auto-immunité, c'est l'hypothyroïdie en lien avec une anomalie du développement de la glande thyroïde. Et donc les athyréoses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et les ectopies, qui sont les causes d'hypothyroïdie congénitale dans la population générale, sont beaucoup plus rares dans les populations avec trisomie 21. Ce qui veut dire que l'augmentation de l'incidence, je vous rappelle 1 sur 141 contre 1 sur 3000 dans la population générale, c'est pas lié à l'absence de glande ou à un problème de migration de la glande, c'est vraiment que le développement de la glande thyroïde dans la trisomie 21 est impacté. Pour approcher cela, donc je reviens à DIRK1A dont vous avez entendu, on vient d'en parler. Donc je vous rappelle que c'est un gène qui fabrique une enzyme essentielle dans le développement du système nerveux central, qu'il est situé sur le bras long du chromosome 21 dans une zone critique et dont certaines mutations ont été décrites dans l'autisme. Il y a des études récentes, donc je vous rapporte 2 études et je vais me faire le porte-parole de la première, de l'équipe de Necker. Donc c'est celle dont vous avez entendu parler pour le diabète, avec des modèles murins où des souris ont une copie supplémentaire du gène DIRK1A et donc sont qualifiées entre guillemets, de souris de type trisomie 21. Et donc Michel Paula, qui est son équipe, a étudié le développement de la thyroïde chez ces souris avec une surexpression, une copie supplémentaire de DIRK1A. Ça a également été étudié dans la maladie d'Alzheimer et donc on en a parlé précédemment sur les essais d'inhibiteurs, c'est pas le propos maintenant. Donc moi je vais vous rapporter cette communication sur, je l'ai laissé volontairement en anglais, je ne l'ai pas traduite parce que c'est par mes travaux, ce sont ceux du docteur Kargan Vazam et de l'équipe de Michel Pollack qui m'a confié leurs résultats et que je remercie chaleureusement. Donc, DIRK1A, vous en avez entendu parler, c'est donc, ça fait partie des kinases, et donc, je viens de vous dire, c'est sur le chromosome 21, et c'est exprimé dans les thyroïdes de souris.
Ça avait déjà été montré précédemment. Donc c'est important dans le... Donc le développement embryonnaire des souris qui surexpriment donc DIRCA-A montre, vous avez en haut la thyroïde, la taille de la glande thyroïde des souris normales, et en dessous celles qui sont surexprimées. Donc on voit que dans la taille de la glande, la taille de la glande thyroïde est augmentée chez les souris qui surexpriment DIRCA-A. Ensuite, a été étudiée également la thyroglobuline, qui est la protéine porteuse des hormones thyroïdiennes et la T4, et on constate qu'il y a un abaissement de la T4 et de la protéine porteuse, donc diminué dans les souris qui ont une surexpression, une copie supplémentaire de DIRCA-A. Donc, et ça, ce sont dans les thyroïdes embryonnaires, c'est-à-dire avant la naissance, au moment de la morphogénèse de la thyroïde, il y a une altération de l'activité et de la glande thyroïde. Là, ce sont des thyroïdes adultes, chez des souris adultes qui ont entre 8 et 12 semaines. Et là aussi, on constate un abaissement de la T4 par rapport au wild, c'est-à-dire aux souris non mutées, un abaissement de la T4, une élévation de la TSH, et le poids de la thyroïde est plus important. Donc ça confirme ça. Les premières études, c'était chez l'embryon de souris. Là, c'est des souris adultes. On constate donc une augmentation de la glande thyroïde en volume, mais une diminution de leur activité, une T4 qui est basse. C'est ce qu'on observe en clinique humaine aussi, puisque quand on a une hypothyroïdie, vous avez vu que la TSH était augmentée, et elle stimule la glande thyroïde et qui augmente de volume. C'est ce qu'on a quand on a un goitre, par exemple, avec l'hypothyroïdie. Ça vient du fait que la TSH étant stimulée par le niveau bas d'hormones, elle stimule la glande qui essaye d'être plus active, mais elle augmente de volume, mais elle ne fonctionne pas mieux. Donc ça, c'est des souris adultes à 12 semaines, et on voit là aussi que les follicules, alors vous pouvez voir ici le contrôle, et ici vous voyez que les follicules, c'est ces choses rondes là, c'est beaucoup plus petit que chez le contrôle. Et donc ce sont des thyroïdes qui sont grosses, mais dont les follicules c'est ce qui fabrique les hormones, sont désorganisées, elles sont plus organisées en îlots comme elles devraient, et elles sont de plus petite taille. En conclusion, on a montré grâce au modèle murin, donc de la souris, qu'il y avait une dysgénésie dans la thyroïde, dans la trisomie 21, et que les adultes, les thyroïdes adultes chez ces souris sont moins fonctionnelles et elles ont une morphologie qui est différente des contrôles. Et que c'est dû à un défaut embryonnaire, c'est-à-dire que c'est avant la naissance, c'est parallèle, il y a deux problèmes thyroïdiens chez les porteurs de trisomie 21. Il y a l'auto-immunité dont on a parlé, il y a également une dysrégulation et une anomalie de développement de la glande thyroïde en anténatale. Alors les conséquences des troubles thyroïdiens sur le développement de l'enfant, ça c'est chez tout le monde, je vous l'ai dit précédemment, c'est la croissance, c'est le développement psychomoteur, c'est l'équilibre staturo-pondéral. Et là, c'est cette équipe, toujours des Pays-Bas, a étudié le traitement par thyroxine. La thyroxine, c'est la T4, c'est l'hormone thyroïdienne. A été étudiée chez les enfants avec trisomie 21, excusez-moi, qui ont une hypothyroïdie frustre, donc celle qui est moins sévère, on va dire, et il a montré qu'il y avait une amélioration du développement psychomoteur et de la croissance, mais pour l'instant, il n'y a pas assez c'est tout nouveau, il n'y a pas encore assez et de recul et de nombre d'enfants suffisant pour dire que c'est significatif. Mais ça corroborerait ce que faisait de façon tout à fait empirique, pour revenir à l'Institut Lejeune il y a 30 ans, où il donnait des hormones thyroïdiennes dans les hypothyroïdes frustres. Mais l'Institut Lejeune, il y a 30 ans, il n'existait pas. Ah si. Ah si. Parce que moi, quand j'ai commencé à être sollicité par la trisomie 21, j'ai même été expert pour la sécurité sociale. Non, la fondation. Il y avait quand même, il faisait, puisqu'à l'époque c'était Rétoré, et voilà. Et j'ai, bon, juste pour la petite histoire, une fois j'ai été expert pour la sécurité sociale parce que des patients allaient à Paris et demandaient le remboursement du transport. Donc j'ai appelé Madame Rétoré en disant qu'est-ce que je dois dire, parce que est-ce qu'il n'y a que chez vous qu'on peut aller s'occuper de consultation.
Voilà. Et alors elle m'a dit, bah, écoutez, s'ils veulent venir chez moi, ils ont à prendre la 2 jours, c'est terminé. Et ils viendront, elle ne validait pas le fait qu'il fallait rembourser le transport, mais elle validait le fait qu'il n'y avait que chez elle qu'on s'occupait de trisomie 21. Ah bah, ça c'est pour la petite histoire. Mais donc ça a existé parce que c'était il y a... Ça fait pratiquement 30 ans que je... Bon, enfin bref. En tout cas, ils avaient eu quand même l'idée, et c'est vrai, de relier l'hypothyroïdie, le traitement par thyroxine. Et là, en 2005, donc bien longtemps après, on est en train d'essayer de le valider scientifiquement. Voilà. Voilà, donc les recommandations, si on dépiste une hypothyroïdie congénitale, ben, on traite comme tous les enfants, bien sûr, hein, par thyroxine dès le départ, mais on a comme objectif dans la trisomie 21 d'avoir des objectifs d'optimisation du traitement, c'est-à-dire d'avoir une T4 le plus haut possible avec la TSH la plus basse possible, sans sortir des normes, c'est-à-dire d'être au plus près des meilleurs taux pour avoir le meilleur développement. On a cette recommandation. Et dans l'hypothyroïdie frustre, comme je vous ai expliqué, on peut la dépister à n'importe quel âge. Donc il est recommandé de faire chez l'enfant une T4 et une TSH à 6 mois de vie, si l'hypothyroïdie congénitale n'a pas été diagnostiquée, bien sûr, hein, si on n'est pas dans les 1 sur 141 atteints d'hypothyroïdie congénitale. Donc quand le bébé a 6 mois, à 1 an, puis une fois par an, on doit doser T4 et TSH. Et chez l'adulte, une fois tous les 3 ans. Ça peut apparaître à n'importe quel âge, l'hypothyroïdie. Donc c'est toute la vie qu'il va falloir dépister ce problème thyroïdique. Le traitement de la thyroïdite auto-immune n'est pas spécifique à la trisomie 21. Pour ce qui est de l'hypothyroïdie avérée ou frustre, c'est le lévothyrox. On va, si vous voulez faire rapidement une plaque sur le lévothyrox. En tout cas, c'est la L-thyroxine, son nom générique. C'est de la T4 libre. Et pour la maladie Basedow, qui est l'inverse, hein, c'est l'hyperthyroïdie auto-immune, c'est les antithyroïdiens de synthèse, l'iode ou la chirurgie. Mais ça n'a rien de spécifique à la trisomie 21. Alors juste pour vous parler du lévothyrox, on n'a pas le temps d'épiloguer là-dessus, juste que vous sachiez qu'est-ce qu'il y a eu comme différence entre le lévothyrox ancienne et une nouvelle formule. On a, à la demande des autorités de santé, le laboratoire a dû améliorer la stabilité du produit. Et pour l'améliorer, ils ont supprimé le lactose. Alors il y avait 2 aspects. Il fallait améliorer la stabilité et supprimer le lactose, parce que le lactose, beaucoup de gens sont intolérants au lactose. Donc pour ça, on a supprimé le lactose du produit et on a remplacé par le mannitol. Le mannitol, contrairement au lactose, n'a pas d'effet notoire à la dose où il est présent dans les comprimés, et ce, quel que soit le dosage du médicament. Et on a ajouté de l'acide citrique anhydre pour la stabilité du produit, parce qu'on avait remarqué dans les boîtes de lévothyrox que les comprimés dans une même boîte ne délivraient pas la même quantité de T4, l'hormone thyroïdienne. Donc il a fallu stabiliser le comprimé, et donc on a rajouté de l'acide citrique anhydre pour stabiliser. L'acide citrique anhydre, pour vous dire, c'est ce que vous avez dans toutes les confitures du commerce, c'est ce que vous avez dans les autres médicaments, c'est un stabilisant qui est présent dans beaucoup de... C'était pour limiter la dégradation du lévothyrox dans les boîtes. Voilà, c'est les seules suppressions. Bon, si vous voulez, on pourra en parler après. Chez l'enfant, on n'a eu aucun effet secondaire rapporté. Chez les adultes, il y a eu des milliers de choses rapportées, je ne vais pas détailler. Si vous êtes intéressé par tout ce qui se passe autour de la thyroïde, au mois de mai dernier, il y a eu une campagne d'information sur la thyroïde, donc vous pouvez aller sur ce lien, thyroïdemieuxcomprendre.fr. Voilà. Donc pour la thyroïde, j'en ai fini. On m'avait demandé de parler de poids, j'en ai parlé tout à l'heure déjà. Et pour la taille, je vous montre juste, et j'aurais terminé avec ça, l'étude de novembre 2015. C'est aux États-Unis, mais ça a été comparé aux courbes en Angleterre. Donc l'Angleterre et l'Europe, quand même, c'est pas une population qui est particulièrement plus grande que la moyenne des Européens, et c'est similaire. Donc je vous ai juste rapporté les dernières courbes qu'on peut utiliser, à mon avis, aussi, donc qui montrent que pour le garçon, là vous voyez, la moyenne des garçons, alors par rapport aux courbes anciennes, parce que ça c'est des courbes qui datent de 2015, ça a été étudié entre 2010 et 2013, les enfants. Les courbes anciennes, elles datent de 1988, et par rapport à avant, le 5e et le 50e percentile, c'est-à-dire les petits, ça c'est les courbes pour trisomie 21. Donc la moyenne des garçons est à 1,56 m, les plus petits normaux, enfin, dans la norme, sont à 1,45 m,
il n'y a pas de différence par rapport à 1988. En revanche, le 95e percentile, c'est-à-dire les plus grands des normaux pour les garçons, qui montent à 1m68, est un peu plus grand qu'avant pour les garçons, ce 95e percentile. Pour les filles, il n'y a aucune différence par rapport à 1988. La moyenne est à 1m45, les plus grandes font 1m55 et les plus petites font 1m33. Il faut savoir que ça, c'est des courbes qui ont... Alors, l'explication de la différence de sexe, on ne la connaît pas très bien. La seule modification... Enfin, si, un garçon et une fille sont différents, comme dans la population générale. Hein. Un homme et une femme qui sont équivalents génétiquement, en matière de taille, ont 13 cm d'écart. Ça, c'est deux jumeaux, garçon-fille, enfin, si on peut dire, on ne peut pas être jumeaux, mais en termes de taille, ont 13 cm d'écart. Donc ça, c'est vrai aussi dans toutes les populations. Mais ce qu'on a observé, une augmentation de la taille des grands garçons, porteurs de trisomie 21, il n'y a pas trop d'explications. On se demande ce que ça apporte ces auteurs. C'est d'une part l'allongement de la vie, fait que les garçons grandissent plus vite, plus tard que les filles, et peut-être qu'on avait des cohortes qui n'étaient pas mesurées jusqu'à leur taille définitive à l'époque, on ne sait pas. Mais surtout, ils pensent, l'hypothèse avancée, c'est que les filles petites, ça préoccupe moins que des garçons petits. Et que peut-être les garçons ont été plus pris en charge pour leurs problèmes de taille que les filles, et qu'ils évoquent cela comme explication. La deuxième chose qu'ils évoquent dans cet article, c'est que les filles sont plus atteintes par les pathologies cardiovasculaires, notamment, que les garçons, d'une façon générale. Elles ont plus d'anomalies cardiovasculaires, et que ça affecte la croissance, et que c'est pour ça que les garçons, entre 88 et maintenant, ont un peu grandi. La dernière chose qu'ils ont remarqué sur les courbes, c'est que de 0 à 3 ans, on a une nette amélioration de l'évolution des courbes de taille et de poids surtout. Et ça, c'est lié à la meilleure prise en charge en néonatologie des enfants porteurs de trisomie 21 qui ont, vous le savez, une hypotonie, un trouble de la succion, un trouble de l'alimentation et qui ont souvent, dans les premiers mois, avaient des problèmes pour se développer. Et maintenant, comme on s'en occupe très bien dès la naissance, là, c'est significatif par rapport aux courbes de 1988. Les bébés de 0 à 3 ans sont beaucoup plus grands et surtout beaucoup plus florides, un poids beaucoup plus normal qu'avant. Voilà. Et ça, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure pour ce qui concernait les courbes d'IMC, avec la comparaison. En rouge, vous avez les courbes des enfants porteurs de trisomie, de 2 à 18 ans, et en noir la population générale, mais je vous ai dit ce que j'en pensais par rapport au risque, et c'est de ça dont je parlais, c'est cette courbe. C'est de cela. Vous parlez, vous disiez que l'adiposité était plus forte chez les filles que chez les garçons. Non, ils ont trouvé que l'adiposité, on n'a pas eu la même chose. Enfin, en tout cas, dans tous les cas, même si c'est l'inverse, mais bon, peu importe. Dans tous les cas, c'est une adiposité qu'ils ne décrivent pas là, selon leur localisation, c'est ce que je reproche un petit peu. Parce qu'on le voit bien, ils sont tous avec une adiposité plutôt gynoïde, c'est-à-dire du bas du corps, et qui ne fait pas partie des facteurs de risque. C'est peut-être ce qui est à rapprocher de ce qu'ils n'ont pas retrouvé entre obésité type 2, là, les études qui ont été faites. Je pense que c'est lié vraiment à la localisation de la masse grasse. Voilà. Alors, pour terminer, les facteurs qui favorisent l'obésité. Oui, je ne vais pas reprendre tout ça, mais juste pour dire qu'on a parlé beaucoup de l'alimentation, de la gréline, de la leptine, du comportement alimentaire, tout ça c'est très intéressant et c'est très important, mais comme tout enfant, l'obésité infantile, 2 tiers est liée à l'activité physique, 1 tiers est lié à l'alimentation. Et pour ce qui est des enfants porteurs de trisomie 21, c'est la même chose. Et ce que je vois pour ceux qui sont très bien éduqués sur le plan alimentaire, parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'à présent, on disait c'est des enfants qui ont tel et tel comportement, c'est normal qu'ils soient gros, on les laisse, c'est pas vrai. On peut très bien les éduquer comme tout le monde. Et qu'ils ont 2 facteurs qui est très important, je les ai soulignés là. C'est le manque d'activité physique, la sédentarité liée à leur fatigue, on pourra épiloguer là-dessus. Et puis surtout les apnées du sommeil, il ne faut pas oublier qu'il faut les dépister de façon systématique, vous le savez certainement, mais c'est un facteur majeur dans l'obésité. Et l'attitude inadaptée de l'entourage par rapport à l'alimentation jusqu'à présent, ça change, où on avait tendance à pas les considérer comme tout le monde et ils sont tout à fait capables de respecter les consignes. Merci beaucoup. Une question, est-ce qu'il faut qu'on avance? Jean-Louis Faure, moi j'ai 2 questions à vous poser.
à partir d'un cas particulier, pour mieux comprendre certaines choses. Donc, mon fils, qui a 36 ans maintenant, prend du lévothyrox depuis 7 ans, non, 9 ans, depuis 9 ans, pour une hypothyroïdie. Alors, première question, c'est TSH et T4. Je ne comprends pas bien je ne comprends pas ce qu'est la T4. Enfin, est-ce que la signification derrière me répond? Parce que lui, donc, le lévothyrox a permis de remettre la TSH à la normale, mais il a un T4 élevé. Un T4 élevé, alors le médecin traitant nous dit je ne comprends pas. Bon, très bien, mais encore non, hein, premier point. Donc, rapport entre T4 et TSH, bien. Et comment expliquer cette anomalie? Deuxième point, les effets du lévothyrox. Effectivement, le changement de formule, il travaille en ordinaire. Hein. Le changement de formule s'est traduit, permet chez lui par le fait qu'au mois d'avril, le changement a eu lieu en mars, il a eu des vertiges, il est tombé, 2 accidents du travail. Au début, on ne savait pas de quoi c'était. Le médecin traitant donc, a mis un arrêt du travail, et au mois d'août, il a dit, ah ben, ça y est, j'ai compris, c'est dû au changement de formule du lévothyrox. D'ailleurs, il a changé par rapport à la caisse de sécurité sociale, donc on a été retiré les accidents du travail, bon, donc c'est tout un pataquès de la sécurité sociale. Mais en fait, donc il y a eu un effet, et il est revenu à l'ancienne formule du lévothyrox. Alors, pour ce qui est du lévothyrox, chez l'enfant, on n'a eu aucun cas de déclic. Non, pas du tout. Les enfants prennent du lévothyrox dès le plus jeune âge. Non. La T4, c'est l'hormone qu'on fabrique. Et quand on prend des hormones thyroïdiennes, c'est vous dosez ce que vous avez pris comme médicament. La T4, c'est la L-thyroxine. Ça s'appelle lévothyrox, le thyrox, la thyroxine, c'est tout pareil. C'est tout de la T4. Donc la T4, c'est l'hormone que vous ne fabriquez pas quand vous êtes en hypothyroïdie, qu'on vous remplace par la L-thyroxine. Et donc les recommandations, c'est de doser que la TSH, c'est l'adulte, pour voir la régulation. On n'a pas à doser la T4. Chez l'enfant, nous, on demande à doser la T4 parce qu'on veut être optimal au niveau de son développement staturopondéral et cérébral, ce que je vous ai montré, avoir la T4 le plus haut possible, la TSH la plus basse possible, tout en restant dans la norme. Pourquoi il peut y avoir des différences entre TSH et T4? C'est d'une part, le plus souvent, c'est si vous avez dosé la T4 juste après l'avoir prise. Normalement, on le fait avant, mais si vous dosez juste après, il y a une cinétique de la T4 qui fait qu'elle va être élevée puisque vous venez de la vallée. Ça peut être une explication. Pour ce qui est du lévothyrox, je ne veux pas polémiquer, ni moi, je n'ai aucun intérêt dans les laboratoires et tout ça. Je peux dire d'ailleurs que j'ai aucun conflit d'intérêt. Ce que je peux dire, c'est que chez l'enfant qui prend du lévothyrox, pour 90% d'entre eux, la L-thyroxine, c'est tant qu'ils ne peuvent pas avaler comprimé, qu'on leur donne de la L-thyroxine, on n'a eu aucun rapport sur d'effet rapporté sur le changement de formule. Après, chez les adultes, il y en a, et moi j'ai des parents dont je soigne des enfants, moi je ne m'occupe pas d'adultes, mais qui me disent, ma fille, moi, elle n'a eu aucun problème de passer du lévothyrox ancien à nouveau. Moi, réellement, j'ai eu des signes. Je ne peux pas en dire, je ne suis pas endocrinologue d'adulte. Ce que je peux dire, pour un peu alimenter un peu l'esprit un peu critique par rapport à ça, il faut quand même penser, suite à cette histoire de lévothyrox et l'effet secondaire, etc., la sécurité sociale, les caisses, ont regardé les prescriptions. Il faut savoir que 25% des gens prennent du lévothyrox sans jamais avoir fait de bilan thyroïdien préalable. Ça veut dire qu'ils prennent du lévothyrox à titre symptomatique pour des troubles, mais pas forcément pour une hypothyroïdie, ils n'avaient pas de bilan préalable. Donc sur les milliers de cas rapportés, je pense qu'il y en a une bonne partie, c'est parce que le changement a fait qu'ils ont peut-être changé, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut quand même retenir ça comme élément de réflexion. Et ensuite, objectivement, c'est vrai qu'il y en a certains qui ont trouvé qu'ils étaient mieux avec l'ancienne formule. C'est pour ça que, sur le plan scientifique, rien n'a été prouvé. Mais dans la mesure où on peut avoir l'ancienne formule et des autres nouvelles formules qui viennent du laboratoire Henning et Sanofi, eh bien, vous avez à votre disposition 3 ou 4 formules de lévothyrox et vous pouvez, si vous avez un doute, changer. Si vous vous sentez mieux avec un autre, vous prenez l'autre. Pour ce qui est du changement, il avait été recommandé, et ça n'a pas été suivi, les recommandations. Après le changement d'une formule à l'autre, un mois après, il fallait faire son bilan pour voir si le dosage ne devait pas être adapté. Puisque l'ancienne formule était instable, les gens n'étaient peut-être pas équilibrés de la même façon qu'avec une nouvelle formule plus stable. Les recommandations, c'était de faire un bilan thyroïdien un mois après changement de l'ancienne à la nouvelle formule.
Donc actuellement, on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'il y a, enfin, on entend ce que disent les gens. S'ils sont mieux avec une autre formule, on change la formule, il n'y a pas de problème.